dans le silence des temps anciens, bien avant les livres, le papier ou les horloges, lorsque le monde s'illuminait de la lueur des torches et que les soirées résonnaient du son des lyres et du crépitement des feux, les gens se réunissaient autour des feux de camp, sur les marches des temples, dans les coins tranquilles des champs et des jardins, pour écouter des histoires. Ces récits étaient bien plus que de simples divertissements. Ils étaient un pont entre l'humanité et l'univers, une tentative d'expliquer l'inexplicable. C'est ainsi que naquirent les mythes. Les mythes de la Grèce antique ne sont pas seulement des histoires de dieux et de monstres. Ils reflètent le besoin profond de l'humanité de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Dans ces récits résident la force et la faiblesse, l'amour et la trahison, le destin et le libre arbitre. À travers les mythes, les gens expliquaient le tonnerre et les éclairs, les tremblements de terre et les récoltes, mais aussi la peur, la passion, l'honneur et la honte. Un mythe est un miroir de l'âme, raconté dans le langage des symboles, des images et des merveilles. L'un des symboles les plus puissants et complexes du panthéon grec était un héros nommé Héraclès. Son nom est familier même à ceux qui n'ont jamais lu l'Iliade ou l'Odyssée, qui ne savent pas qui est Zeus ou qui ne peuvent distinguer Athéna d'Artémis. Héraclès est un nom qui résonne à travers les millénaires, restant un symbole de force, de courage, de douleur et de rédemption. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas Persée, Orphée, Achille ou Ulysse? Pourquoi l'histoire d'Héraclès fut-elle si captivante qu'elle devint éternelle? Héraclès n'était ni un dieu, ni entièrement humain. Il naquit de Zeus, le dieu suprême de l'Olympe, et d'Alcmène, une femme mortelle. Cette union donna naissance à un héros qui passerait sa vie à osciller entre deux mondes, le divin et l'humain. Il était plus fort que n'importe quel homme, mais il souffrait comme un mortel. Il pouvait vaincre un monstre, mais il ne pouvait échapper à la douleur de la jalousie, de la trahison ou de la culpabilité. L'histoire d'Héraclès n'est pas seulement une série d'exploits héroïques. C'est un voyage de l'âme, un chemin qui commence par une naissance marquée par l'inimitié d'une déesse, traverse une mort douloureuse et aboutit à la déification. C'est un voyage rempli de luttes, non seulement contre des monstres, mais aussi contre lui-même. Un chemin où la force physique s'avère inutile sans la résilience spirituelle. À différentes époques, le mythe d'Héraclès fut interprété de diverses manières. Pour les anciens Grecs, il incarnait l'arté, l'idéal de l'excellence vertueuse. C'était quelqu'un qui luttait non pas pour la gloire, mais parce que c'était son destin. Ses travaux étaient à la fois une punition et une opportunité de purification. Sa force n'était pas un don, mais un fardeau. Il souffrait, se trompait et commettait des erreurs, et c'est précisément cela qui le rendait proche de tous. Plus tard, à l'époque romaine, il devint Hercule, un héros des victoires, un homme d'action. Son image se transforma en un symbole plus direct, un protecteur, un guerrier, presque sans faille. Pourtant, même sous cette forme modifiée, quelque chose de profondément humain persistait. Il était celui qui portait des fardeaux, endurait et finalement triomphait. Au fil des siècles, dans l'art et la littérature, Héraclès devint un archétype, l'image d'une personne traversant la souffrance pour atteindre un nouvel état. Il était un symbole de force, non arrogante ni cruelle, mais souffrante et transformatrice.
un héros dont la masculinité ne résidait pas dans la domination, mais dans la capacité à endurer sans se briser. Cette conférence onirique et nocturne sur Héraclès n'est pas seulement le récit d'un héros antique, c'est un voyage dans un monde où les dieux peuvent être cruels et capricieux, et les humains vulnérables mais infiniment forts. C'est une histoire de la naissance du courage dans la peur, de la résilience surgissant de la douleur et de la manière dont, même dans les circonstances les plus désespérées, une personne peut avancer. Chacun des 12 travaux d'Héraclès cache un symbole. Chacun porte une leçon. Tuer le lion, c'est comme vaincre la peur. Nettoyer les écuries, c'est comme accepter la saleté du monde et s'efforcer de l'améliorer. Capturer des monstres, c'est comme dompter des démons intérieurs. Et descendre dans l'Hadès pour Cerbère, c'est comme affronter la mort elle-même. Mais avant de nous engager sur ce chemin, arrêtons-nous un instant. Ferme les yeux. Imagine la Grèce, pas celle des touristes, mais celle des mythes. Pas de station balnéaire, pas de ville. Visualise des montagnes et des forêts, des aurores brumeuses et des soirées chaudes. Imagine l'Olympe, où les dieux se disputent, surveillant les destinées mortelles. Imagine des champs silencieux, où un homme solitaire marche, un gourdin, à la main affrontant des monstres, des rois, des dieux et, surtout, lui-même. Ce voyage sera long. Mais si tu restes avec moi, tu entendras plus qu'une simple histoire. Tu entendras la mémoire ancienne, une voix qui résonne à travers le temps, une voix qui ne juge pas, n'exige pas, n'effraie pas, une voix qui raconte, simplement, pour que tu puisses t'endormir paisiblement, sachant que même les plus grands héros étaient vulnérables. Et c'est exactement ce qui les rendait grands au cœur du monde antique, sous les cieux clairs d'Argos, dans la ville de Thèbes, naquit une histoire destinée à devenir l'une des plus significatives des mythes de l'Hellade, une histoire sur un héros dont le nom survivrait au siècle. Son chemin débuta par des intrigues, de la jalousie, une intervention divine et une inéluctabilité tragique. C'était un chemin que personne ne choisit consciemment, mais qui devint son destin. Le destin d'Héraclès, Alcmène, une femme mortelle, était renommée pour sa beauté et sa vertu. Elle était l'épouse d'Amphitryon, un brave guerrier et roi. Mais son destin fut à jamais altéré par une rencontre avec un dieu. Zeus, le souverain suprême de l'Olympe, observant les affaires humaines, fut captivé par elle. Une nuit, alors qu'Amphitryon était parti en campagne, Zeus prit la forme de son époux et descendit des cieux. Il prolongea la nuit par 3, l'étendant aussi longtemps que nécessaire pour concevoir un nouvel être, ni totalement Dieu, ni totalement humain. Ainsi, Héraclès fut conçu en Alcmène. Son nom à la naissance était Alcée. Le nom Héraclès viendrait plus tard, une ironie car il signifie gloire d'Héra, alors qu'Héra, l'épouse de Zeus, méprisait l'enfant de tout son être immortel. Il était la preuve vivante de l'infidélité de son mari, un rappel de l'impuissance d'une déesse face au désir du roi des dieux. Zeus, sachant que l'enfant serait grand, chercha à lui accorder l'immortalité. Il conçut une ruse. En l'absence d'Héra, il amena l'enfant à son sein, afin qu'elle, sans le savoir, l'allaite
de son lait divin. Mais le sein d'Héra n'était pas destiné à l'enfant d'une autre. Son lait était si puissant que, lorsque le scud bébé s'écarta, un jet jaillit dans le ciel, se dispersant à travers les cieux sous forme de la Voie lactée. Furieuse, Héra résolut de détruire l'enfant. Alors qu'Héraclès était encore dans son berceau, elle envoya 2 énormes serpents pour l'étrangler. Mais même nourrisson, Héraclès prouva qu'il n'était pas un enfant ordinaire. Il saisit les serpents, un dans chaque petite main, et les étouffa sans effort. Alcmène et Amphitryon accoururent au bruit, mais au lieu de l'horreur, ils trouvèrent un bébé souriant avec les corps sans vie des serpents à ses côtés. Dès cet instant, il fut clair que le destin d'Héraclès serait différent de celui de tout mortel. Son enfance fut loin d'être ordinaire. Amphitryon, élevant le garçon, fit appel au meilleur professeur de l'Hellade. Héraclès étudia la musique, l'écriture, l'équitation, le tir à l'arc, la lutte et l'escrime. Mais son esprit était sauvage, indompté, comme un fleuve au printemps. Sa force échappait souvent à son contrôle. Un jour, lors d'une leçon de musique, son maître Linos frappa sa main pour une note fausse. En réponse, Héraclès, inconscient de sa propre force, frappa Linos avec sa lyre, le tuant sur le coup. Ce fut la première fois que sa force tourna au tragique. Après cet incident, Amphitryon comprit qu'Héraclès ne pouvait être élevé comme un fils ordinaire. Il l'envoya dans les montagnes, non pas en exil, mais pour qu'il apprenne à vivre parmi la nature, avec des bergers et des bêtes, loin des règles et des contraintes du palais. Là, il apprit à chasser, à porter des peaux d'animaux, et dès sa jeunesse, il ressemblait à un homme adulte. Grand, large d'épaules, avec des mains semblables aux racines d'un arbre ancien. C'est dans sa jeunesse qu'Héraclès fit face à son premier choix symbolique. Vers l'âge de 18 ans, 2 femmes apparurent devant lui. Que ce fût dans un rêve ou une vision, peu importait. Ce qui comptait, c'était que cet instant encapsulait l'essence de son futur chemin. L'une était mince, vêtue modestement, mais avec un visage empreint de dignité. Elle se nommait Arrêtée, la vertu. L'autre était voluptueuse, parée de bijoux somptueux et d'un sourire séducteur, se nommant Édonée, le plaisir. Toutes 2 lui offrirent des chemins différents. Le premier, un chemin ardu, semé d'embûches, plein de douleurs et d'épreuves, mais menant à la véritable gloire, à la lumière intérieure et au respect. Le second, un chemin facile de plaisir, de gloire sans effort, une vie d'indulgence sans souffrance. Héraclès choisit le premier, et dans ce choix résidait tout son destin. Ce mythe du choix entre la vertu et le plaisir était cher à l'Antiquité. On le racontait aux jeunes hommes pour les inspirer au courage. Pour Héraclès, c'était une prophétie. Dès cet instant, sa vie devint une série d'épreuves, chacune le rendant plus fort, non seulement physiquement, mais spirituellement. Sa jeunesse se termina tragiquement. Lors d'une chasse, il tua accidentellement son maître et, plus tard, de retour, il tomba sous l'influence des dieux, du destin et de sa propre fortune. Mais même avant le grand cycle des travaux, il était destiné à se marier et à avoir des enfants. Il épousa Mégara, fille du roi Thébain. Ils eurent des enfants et le bonheur semblait à portée de main. Mais Héra n'avait pas oublié. Elle n'oubliait jamais. Dans un accès de folie induit par la déesse, Héraclès tua ses propres enfants. Inconscient de ses actes, enveloppé de rage, il détruisit ce qu'il aimait le plus. Lorsqu'il revint à lui,
l'horreur et le remords le consumèrent. Il n'était pas seulement brisé, il était anéanti. C'est à ce moment que débuta un nouveau chapitre de sa vie, le chapitre de la rédemption. Pour se purifier de sa culpabilité, il se rendit à Delphes, auprès de l'oracle, la voix sacrée d'Apollon. Là, il demanda comment expier ses péchés. La réponse fut claire et terrifiante. Il devait servir le roi Eurysthée, qui lui assignerait des tâches pour le mettre à l'épreuve. 12 travaux, chacun destiné à être impossible. Ce n'est qu'en achevant ce chemin qu'Héraclès pourrait trouver la purification, la paix et le pardon. Ainsi débuta la partie du mythe connue de beaucoup, les travaux d'Héraclès. Mais derrière eux, il n'y avait pas seulement de l'héroïsme, mais de la douleur. Pas seulement de la force, mais le besoin d'expier. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait la délivrance de la culpabilité. Et c'est cela qui rend ces travaux si profonds. Avant d'aller plus loin, ferme les yeux. Imagine un homme grand, vêtu d'une peau de lion, un gourdin à la main, et dans ses yeux, de la douleur. Pas de la colère, pas de l'orgueil, mais une douleur profonde, humaine. Ce n'est pas un héros sur un piédestal. C'est un homme qui s'efforce de devenir quelque chose de plus, même au prix de tout ce qu'il possédait. Après le massacre de ses enfants, dans les cendres du chagrin et du désespoir, Héraclès se rendit à l'oracle de Delphes en quête de purification. La voix d'Apollon déclara « Va chez le roi Eurysthée de Tyrinthe, sers-le, accomplis tout ce qu'il exige, alors seulement pourras-tu purifier ton âme de sa culpabilité. » Ainsi commença le chemin de la rédemption, le chemin des 12 travaux. Pas pour la gloire, pour la paix. Eurysthée n'était pas seulement un roi. Il était lâche, envieux et secrètement terrifié par Héraclès. Pourtant, il fut choisi par les dieux pour dicter le destin du héros. Et la première tâche était une mission qui semblait impossible. Lorsqu'Héraclès fut envoyé pour son premier travail, la tâche semblait redoutable. Il devait tuer le lion monstrueux qui habitait à Némée, une ancienne cité grecque terrorisant les terres environnantes. Ce lion n'était pas une bête ordinaire, mais une créature dotée d'un pouvoir magique. Sa peau était si résistante qu'aucune épée ni flèche ne pouvait la percer. Les armes conventionnelles n'avaient aucun effet, et de nombreux héros avant Héraclès avaient tenté et échoué à le vaincre. En voyant le lion pour la première fois, Héraclès comprit qu'il avait besoin de plus que des armes ordinaires. Il n'était pas seulement fort, il était astucieux, comprenant rapidement que le seul moyen de vaincre la bête était d'utiliser sa force et son adaptabilité. Le lion était féroce et impitoyable. Il attaquait les gens, les déchirant, écrasant leur corps dans son étreinte. Il n'était pas seulement terrifiant, il symbolisait le chaos qui ravageait ces terres. Les habitants vivaient dans une peur constante. Héraclès était déterminé à mettre fin à ce mal, et pour ce faire, il devait combattre à un niveau qu'aucun mortel n'était censé atteindre. Il s'arma d'un gourdin massif, mais dès qu'il fit face au lion, il réalisa que cela ne suffisait pas. Héraclès se lança dans la bataille, mais le lion était si rapide et rusé qu'esquiver ses attaques était presque impossible. Il tenta de le contourner, bondissant sur lui, mais Héraclès esquivait habilement et contre-attaquait. Pourtant, malgré toute sa force, il ne pouvait percer la peau du lion.
Comprenant que les armes conventionnelles étaient inutiles, Héraclès décida d'utiliser le terrain. Il accula le lion dans un ravin, l'obligeant à se battre dans un espace confiné. Cela donna un avantage à Héraclès. Il pouvait réagir plus rapidement à ses attaques et trouva un moyen de l'affronter au corps à corps. Mais même alors, le lion ne cédait pas. Ce n'était pas seulement un combat contre une bête, c'était une lutte contre la nature elle-même, contre des forces qui semblaient invincibles. Héraclès remarqua le cou du lion, où les muscles et la peau étaient légèrement plus faibles qu'ailleurs. Utilisant sa force incroyable, il saisit le lion par la gorge et l'étrangla. Lorsque le lion mourut, Héraclès ne se contenta pas de vaincre la bête, il montra au monde que sa force et sa détermination pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Cependant, sa victoire ne s'arrêta pas là. Après avoir tué le lion, Héraclès affronta un autre défi, récupérer sa peau. La peau impénétrable était presque impossible à couper, même avec les lames les plus affûtées. Mais Héraclès, toujours ingénieux, utilisa les griffes du lion, encore acérées après sa mort, pour trancher la peau et en faire une armure. Dès lors, la peau du lion de Némée devint un symbole de son triomphe, l'accompagnant dans tous ses futurs travaux. Ce n'était pas seulement une armure, mais un témoignage de sa force et de son invincibilité. Ainsi s'acheva le premier travail d'Héraclès, démontrant son courage, sa détermination et son ingéniosité. Il ne s'appuya pas uniquement sur la force, mais l'utilisa avec sagesse. Dès cet instant, Héraclès devint le héros capable de vaincre même les monstres les plus terrifiants et insurmontables. Il devint un symbole de la disposition à affronter n'importe quel défi, aussi impossible qu'il paraisse. Deuxième travail. L'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne fut l'un des monstres les plus redoutables qu'Héraclès affronta. Cette créature terrifiante habitait les marais de Lerne dans la Grèce antique. L'hydre était une bête serpentine dotée de multiples têtes, chacune dégoulinant d'un venin mortel. Mais son apparence pâlissait devant son trait le plus horrifiant. Si une tête était tranchée, plusieurs autres repoussaient à sa place. Détruire l'hydre était presque impossible, et les guerriers et héros qui avaient essayé avant Héraclès avaient échoué. Héraclès savait que ce travail serait le plus difficile jusqu'alors, confronté à des épreuves qui pourraient briser son esprit. Mais il n'était pas seulement fort, il était sage, comprenant que la victoire exigeait toutes ses compétences et sa volonté. En arrivant dans le marais de Lerne, il découvrit que l'hydre ne se contentait pas de rôder. Dans les marécages brumeux, elle chassait activement tous les êtres vivants autour d'elle. Héraclès vit son corps long et sinueux et ses nombreuses têtes oscillant dans la brume, émergeant de l'eau et s'enroulant autour de tout ce qui se trouvait sur son chemin. Chaque aperçu du monstre emplissait son âme de crainte, mais il ne pouvait reculer. Son objectif était clair, vaincre l'hydre et libérer le monde de ce mal. Il s'arma d'une épée et d'un bouclier, mais il réalisa vite que cela ne suffisait pas. Héraclès évalua rapidement la situation. Chaque tête tranchée générait de nouvelles têtes, rendant la simple décapitation futile. L'hydre n'était pas seulement une bête dangereuse, c'était un mal qui ne pouvait être vaincu par des moyens conventionnels. Héraclès devait trouver un moyen d'empêcher les têtes de repousser, ce qui exigeait précision et concentration. Il commença à attaquer l'hydre, tranchant ses têtes,
essayant d'en éliminer autant que possible. Mais chaque tête coupée donnait naissance à de nouvelles. Sa force commença à faiblir, et il comprit que la victoire nécessitait une solution. Une aide inattendue vint de son fidèle ami Iolaos. Iolaos proposa d'utiliser le feu pour empêcher les têtes de se régénérer. Héraclès conçut rapidement un plan. Il trancherait chaque tête et cautériserait immédiatement le moignon avec une torche ardente. C'était une stratégie risquée, mais il n'avait pas le choix. À chaque tête tranchée, Iolaos brûlait le cou, empêchant la repousse. La bataille devint d'une intensité féroce. Héraclès était entouré de têtes, et l'hydre attaquait, avec son souffle venimeux et ses morsures. Mais à chaque victoire, Héraclès devenait plus déterminé. Il continua à trancher les têtes et à cautériser les coups. Bien que le monstre résistât, générant de nouvelles têtes, Héraclès finit par l'emporter, décapitant toutes ses têtes et détruisant son corps. Cependant, la tête finale de l'hydre était particulièrement redoutable. Elle était immortelle. Héraclès ne pouvait la détruire avec des armes ordinaires et dut utiliser toute sa force et sa sagesse pour l'immobiliser. Utilisant son agilité et ses compétences, il immobilisa la tête immortelle, la rendant inerte à jamais. Ce travail fut particulièrement significatif, montrant non seulement la force physique d'Héraclès, mais aussi sa capacité à résoudre des problèmes avec son intellect. Après avoir vaincu l'hydre, Héraclès prit son sang venimeux et l'utilisa pour créer des armes qui lui serviraient dans ses futurs travaux. En mémoire de sa victoire, il conserva la tête de l'hydre, symbole de sa capacité à surmonter les menaces les plus terrifiantes. Ce travail fut la deuxième épreuve d'Héraclès. Il ne se contenta pas de vaincre un monstre, il apprit à utiliser sa force et sa sagesse dans des situations critiques. Il montra qu'une menace immortelle pouvait être surmontée. L'hydre, autrefois invincible, fut vaincu non seulement par le courage d'Héraclès, mais par sa détermination à triompher malgré tous les obstacles. Troisième travail, la biche de Cérynie. La biche de Cérynie n'était pas un animal ordinaire. C'était une créature sacrée dédiée à Artémis, déesse de la chasse. La biche était incroyablement rapide, avec des bois dorés qui étaient à la fois beaux et divins. Elle incarnait l'harmonie et la grâce rapide de la nature. Les mythes affirmaient qu'elle était si rapide qu'aucune habileté ni force ne pouvait l'attraper. Même Artémis elle-même la protégeait, s'assurant que personne ne puisse la capturer sans consentement divin. Pour Héraclès, ce travail fut une véritable épreuve. Il devait capturer la biche de Cérynie vivante, une tâche loin d'être simple. D'un côté, il savait que la créature était liée aux dieux, et la capturer pouvait avoir des conséquences. De l'autre, sa mission était claire, ramener la biche à Mycène. Héraclès commença par se diriger vers les montagnes où vivait la biche. La forêt qu'elle occupait était profonde et mystérieuse. Il comprit rapidement que le succès dépendait non seulement de la force, mais de la patience. La biche était si rapide que la poursuivre était presque impossible. Ce travail exigeait non seulement de l'agilité, mais la capacité d'anticiper le comportement de la biche. Pendant des jours, Héraclès pista la biche, notant ses traces, mais restant toujours assez loin pour ne pas l'effaroucher. La biche se déplaçait si vite que toute tentative de l'attraper par la force échouerait. Malgré ses prouesses physiques, Héraclès comprit qu'il devait être rusé et patient.
Il devait apprendre les habitudes de la biche, la suivre et utiliser sa propre vitesse contre elle. Des semaines passèrent et Héraclès était presque épuisé par la longue poursuite. Pourtant, sa persévérance ne faiblit jamais. Il savait que se précipiter ou effrayer la biche la ferait disparaître dans les bois, rendant ses efforts vains. Au lieu de se hâter, il ralentit, agissant avec plus de prudence, comme un chasseur, attendant le moment parfait. À un moment, après des heures de traque, la biche ralentit. Héraclès, désormais familier avec ses mouvements, sentit le moment d'agir. Il s'approcha furtivement, se déplaçant en silence. La biche le perçut, mais Héraclès parvint à se rapprocher. Lorsqu'il fut assez près, il fit un bond décisif et la captura, non sans grande difficulté. Cet instant fut l'aboutissement de leur longue chasse. La biche fut capturée vivante comme requis, et Héraclès la ramena à Mycène. Mais, plus important encore, ce travail enseigna à Héraclès une leçon. La force n'est pas toujours le seul chemin vers la victoire. Parfois, la patience et le bon timing sont essentiels. Cependant, les dieux n'ignorèrent pas Héraclès. Bien qu'il ait suivi les règles de la tâche, il affronta la colère d'Artémis, car la biche était sacrée. Voyant qu'elle était capturée, Artémis exprima son mécontentement, mais comme Héraclès agissait sous les ordres, elle lui épargna sa vengeance. Elle se contenta de l'avertir de rendre la biche. Ainsi, Héraclès ne se contenta pas de compléter la tâche, il affronta la nécessité de rendre la biche à son habitat naturel, une leçon vitale. Ce travail prouva sa force et sa patience et lui enseigna qu'un grand héros ne peut violer les lois sacrées de la nature. Quatrième, travail le sanglier d'Érymanthe. Le sanglier d'Érymanthe n'était pas une simple bête. C'était une créature si puissante et dangereuse que même dans les montagnes reculées de Lycie, tous le craignaient. Connu pour sa force immense et son tempérament féroce, le sanglier était une véritable menace pour la région. Il n'était pas seulement redouté, il détruisait tout sur son passage, ruinant les cultures et attaquant les gens et les animaux. Comme beaucoup de créatures mythologiques, le sanglier d'Érymanthe fut créé pour défier les héros les plus courageux, et Héraclès ne pouvait éviter cette épreuve. Sa tâche était de capturer le sanglier vivant et de le livrer à Mycène. C'était une mission significative, car le sanglier était un véritable fléau, et sa capture était considérée comme un grand exploit. Sachant que le sanglier vivait dans des montagnes où les traces des animaux se perdaient facilement parmi les forêts et les crêtes, Héraclès entreprit son voyage, se préparant à affronter cette créature dangereuse. Chasseur expérimenté, il savait que capturer une telle bête exigeait non seulement de la force physique, mais de la ruse. Le sanglier n'était pas seulement massif, il était incroyablement rapide, donc sa capture demandait de l'intelligence. Héraclès arriva dans les montagnes d'Érymanthe, connues pour leur climat rigoureux et leurs forêts impénétrables. Cet endroit sauvage et isolé était le refuge du sanglier. Il savait que sa tâche n'était pas seulement de capturer la bête, mais de le faire vivant. Bien que sa force fût son arme la plus puissante, il devait être prudent pour ne pas blesser le sanglier et respecter l'ordre d'Eurysthée. Pendant des jours et des nuits, Héraclès pista le sanglier. Son sillage était clair, marqué par une végétation écrasée et de grandes empreintes. Tout autour portait la marque lourde du sanglier, qui n'épargnait ni les animaux ni les plantes. Pourtant, malgré sa taille et sa férocité,
Héraclès resta patient. Il savait qu'une capture précipitée ruinerait sa chance. Après des semaines de chasse intense, Héraclès trouva enfin le sanglier d'Érymanthe. Il était énorme, son corps couvert de soies épaisses, avec des défenses assez longues pour percer l'armure de n'importe quel guerrier. Ses yeux brûlaient de rage lorsqu'il repéra Héraclès. Mais le héros ne se précipita pas dans la bataille. Il attendit le bon moment. Le sanglier était rusé et rapide, laissant des traces profondes, mais Héraclès finit par trouver sa tanière, où il se reposait. Pour éviter d'effaroucher la bête, Héraclès commença à tendre un piège, utilisant les caractéristiques naturelles du paysage et les arbres. Il savait que le sanglier ne pouvait rester immobile longtemps. Lorsqu'il sentit que son coin était encerclé, il chargea furieusement sur Héraclès, essayant de tout détruire sur son passage. Mais Héraclès était prêt. Utilisant sa force, il dirigea le sanglier vers un piège préparé, une fosse profonde couverte de branches et de feuilles. Le sanglier, inconscient, y tomba. Ce fut le moment où Héraclès prit le contrôle. Il ramena le sanglier d'Érymanthe à Mycène, vivant comme ordonné. Mais le voyage de retour présenta un autre défi. Le sanglier était si féroce que, même ligoté et enfermé, il continuait d'essayer de se libérer. Héraclès savait qu'il devait revenir avec la bête, mais le chemin était semé de dangers. Lorsqu'Héraclès présenta le sanglier à Eurysthée, le roi ne put cacher son choc. Il était stupéfait que le héros ait capturé une créature aussi dangereuse. Pourtant, bien qu'Héraclès ait gagné gloire et reconnaissance pour ce travail, ses épreuves ne faisaient que commencer. Chaque travail n'était pas seulement une victoire, mais un rappel que sa force et sa détermination le poussaient vers des défis encore plus grands. Le sanglier d'Érymanthe symbolisait la puissance et l'imprévisibilité de la nature sauvage. Sa capture montra à Héraclès que la force physique seule ne suffisait pas toujours. Parfois, la victoire exige de la ruse, de la patience et de l'ingéniosité. Ce travail ne fut pas seulement une preuve de sa puissance, mais une leçon qu'il porterait tout au long de sa vie. Cinquième travail, les écuries d'Augias. La tâche assignée à Héraclès pour son cinquième travail semblait moins dangereuse que ses épreuves précédentes. Pourtant, elle était tout aussi exigeante et requérait une habileté exceptionnelle. Héraclès devait nettoyer les écuries d'Augias, de vastes structures abritant des milliers de chevaux. Ce n'était pas un simple travail de nettoyage. Il s'agissait d'éliminer une immense quantité de fumier accumulé pendant des décennies. Augias, roi des Lydes, était connu pour sa richesse et sa générosité, ainsi que pour son immense troupeau de chevaux qui lui rapportait de grands profits. Mais malgré ses richesses, c'était un dirigeant négligent qui ignorait ses écuries. Non nettoyées depuis des années, elles étaient devenues un désastre environnemental. Le fumier puait, créant des conditions insupportables, et il avait tellement grandi qu'il bloquait l'accès aux écuries. Eurysthée, toujours désireux de compliquer la vie d'Héraclès, lui donna cette tâche, sachant qu'elle semblait simple mais qu'elle était un test de patience et d'ingéniosité. Nettoyer les écuries de tant de saleté était presque impossible, et Héraclès fut chargé de le faire en une seule journée. La tâche était écrasante non seulement par son ampleur, mais par la contrainte de temps. Sans se décourager, Héraclès accepta le défi. Il ne perdit pas de temps, sachant qu'il devait agir rapidement pour respecter le délai.
Au lieu de s'attaquer au fumier avec des pelles ou d'autres outils manuels, Héraclès décida d'utiliser son intellect et ses ressources, qui l'avaient souvent aidé. Il savait qu'il devait tirer parti de ce qui était disponible. Héraclès se tourna vers une rivière qui coulait près des écuries et conçut un plan brillant. Il creusa 2 canaux pour détourner l'eau de la rivière dans les écuries. Ces canaux lui permirent de contrôler le débit, qui emporta d'énormes quantités de fumier. Cette méthode fut si efficace que même les coins les plus inaccessibles des écuries furent nettoyés. Le travail fut salissant et épuisant, mais Héraclès nettoya les écuries en une journée. En quelques heures, les structures remplies de saleté devinrent propres et ordonnées. Héraclès prouva que son esprit et son ingéniosité, alliés à sa force, pouvaient accomplir les tâches les plus inhabituelles. Lorsqu'Eurysthée vit qu'Héraclès avait accompli cette tâche monumentale, il fut stupéfait. Il s'attendait à ce qu'Héraclès passe des jours ou des semaines, mais le héros termina en une journée. Ce travail fut un autre exemple de la manière dont Héraclès pouvait résoudre même les problèmes les plus ardus avec savoir et astuce. Cependant, malgré son succès, Héraclès ne fut pas récompensé pour ce travail. Lorsqu'Eurysthée vit à quelle vitesse les écuries furent nettoyées, il soupçonna Héraclès d'avoir utilisé la rivière, et non un travail manuel, violant ainsi les termes du travail. Eurysthée refusa de reconnaître le travail comme accompli, affirmant qu'Héraclès s'était appuyé sur une ressource extérieure. Héraclès ne pouvait laisser ce travail être écarté, alors il poursuivit sa lutte avec Eurysthée. Mais cette épreuve lui rappela aussi que même les tâches les plus écrasantes pouvaient être résolues non seulement par la force, mais par la sagesse, l'innovation et une pensée non conventionnelle. Ainsi, nettoyer les écuries d'Augias montra qu'Héraclès pouvait aborder les problèmes avec astuce et ressources, pas seulement avec la force. Ce travail rappela à tous que même les problèmes les plus accablants pouvaient être résolus avec intelligence et patience. 6e travail, les oiseaux du Stymphale. L'un des travaux les plus dangereux et terrifiants d'Héraclès fut le 6e, chargé de détruire une nuée d'oiseaux du Stymphale. Ce n'étaient pas des créatures ordinaires, mais des prédateurs monstrueux infestant les terres autour du lac Stymphale, en Arcadie, leur foyer et base pour leurs attaques. La nuée était si vaste que leurs assauts menaçaient à la fois les habitants et la nature de la région. Les oiseaux du Stymphale étaient notoirement connus pour leur comportement féroce et leurs plumes venimeuses, qu'ils pouvaient lancer avec une précision mortelle. Ces plumes causaient des blessures graves et empoisonnaient leurs victimes. Les oiseaux avaient des becs énormes et leurs cris étaient si forts et menaçants que la peur qu'ils inspiraient faisait partie de leur pouvoir. Les habitants, terrifiés, fuyaient leurs maisons, cherchant refuge ailleurs. Héraclès fut assigné à ce travail car personne d'autre ne pouvait affronter un ennemi aussi monstrueux. Sa tâche était d'éliminer les oiseaux et de libérer la région de leurs menaces. Mais même le grand héros savait que sa force et son courage seuls ne suffiraient pas. Pour vaincre les oiseaux du Stymphale, il avait besoin d'aide. Héraclès chercha un conseil divin, sachant qu'il aurait besoin de plus que des armes, des outils spéciaux. La déesse Athéna, répondant à sa prière, lui donna des castagnettes de bronze uniques. Fabriquées en bronze, elles produisaient un son fort et aigu
capable d'effaroucher les oiseaux. Cet outil astucieux et non conventionnel était nécessaire pour déloger les oiseaux de leur cachette, évitant ainsi leurs attaques contre le héros. En arrivant au Stymphale, Héraclès affronta un cauchemar. La nuée était immense. Il utilisa les castagnettes pour créer un bruit retentissant, résonnant à travers les montagnes et le lac, forçant les oiseaux à s'envoler. Le son attira leur attention et, comme à leur habitude, ils commencèrent à attaquer. La bataille fut féroce et implacable. Héraclès utilisa non seulement sa force, mais aussi sa stratégie. Avec les castagnettes, il rassembla les oiseaux en un seul endroit, puis les frappa avec des flèches. Ces oiseaux n'étaient pas de simples proies, ils étaient des ennemis redoutables, lançant des plumes venimeuses avec précision, obligeant Héraclès à être prudent. Mais son agilité et sa maîtrise des armes à distance menèrent à la victoire. Il utilisa aussi la ruse, regroupant les oiseaux pour faciliter leur ciblage. Héraclès aurait pu tuer tous les oiseaux avec des flèches, mais sachant que certains pourraient survivre et raviver la menace, il utilisa le feu pour détruire leurs restes, garantissant la sécurité. En quelques jours, il nettoya le lac et les zones environnantes de ces créatures dangereuses. À son retour, il gagna les éloges, non seulement des gens, mais aussi des dieux, qui reconnurent qu'il avait vaincu des ennemis si puissants avec son intellect, et pas seulement sa force. Son ingéniosité, sa pensée stratégique et sa dépendance à autre chose que la force brute furent essentielles au succès de ce travail. Ainsi, détruire les oiseaux du Stymphale ne fut pas seulement une extermination physique, mais un exemple d'Héraclès utilisant son esprit et sa ruse pour vaincre même les monstres les plus dangereux et mortels. 6 travaux, chacun un pas sur le chemin de la rédemption. Pas seulement contre des monstres, contre lui-même, contre la culpabilité, la peur et le destin. Héraclès ne savait pas ce qui l'attendait, mais il continua, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il le devait. Dans les rêves, tu peux envisager ces images, la peau du lion scintillant au clair de lune, le sang venimeux de l'hydre goûtant lentement des pointes de flèches, le pas léger de la biche fuyant à travers les bosquets. Chaque travail est comme un rêve, une ombre dans la nuit, le souffle silencieux du destin. Le chemin de la rédemption se poursuivit. Héraclès, fatigué et silencieux, avançait d'épreuve en épreuve. 6 travaux étaient derrière lui, mais de nouveaux se profilaient, plus lointains, plus terrifiants, plus ardus. Ce n'étaient pas seulement des tâches, mais des seuils vers un autre monde. Eurysthée ne voulait pas qu'Héraclès survive. Il espérait que chaque nouveau travail serait le dernier. Mais le héros continuait, sans plainte, sans orgueil, simplement parce qu'il ne pouvait faire autrement. 7e travail, le taureau de Crète. Le 7e travail ne fut pas moins intimidant ni dangereux que les précédents. Héraclès fut chargé de capturer le taureau de Crète. Ce n'était pas un animal ordinaire. Il était massif, puissant et presque incontrôlable. Fils de Poséidon, le taureau fut amené à Crète comme un don divin pour montrer la puissance des dieux. Mais une fois sur l'île, il devint si sauvage et féroce que personne ne pouvait le dompter ni le contrôler. La mission d'Héraclès était de capturer le taureau vivant, sans lui faire de mal, et de le ramener à Mycène pour démontrer son pouvoir sur la bête. Comme toujours,
Héraclès accepta le défi et partit pour la Crète. En arrivant, il réalisa que capturer le taureau ne serait pas une mince affaire. Il était immensément puissant, capable d'écraser tout obstacle sur son chemin. Héraclès le pista pendant des jours, suivant les arbres brisés et les profondes empreintes du taureau. Il trouva enfin le taureau dans son repère, entouré de murs de pierre et d'herbes hautes. Héraclès savait que la force brute ne suffirait pas. Il avait besoin de ruse et de prudence pour capturer la créature. Héraclès choisit d'approcher par un angle inattendu. Il s'avança par derrière et saisit le taureau par les cornes, utilisant son agressivité contre lui. C'était une manœuvre risquée, car le taureau était incroyablement dangereux. Pourtant, Héraclès tint bon malgré sa force immense et sa fureur. Capturer le taureau vivant fut une véritable épreuve. Héraclès utilisa toute son habileté et sa patience pour empêcher qu'il ne se libère ou ne se blesse. La lutte s'intensifia à chaque heure, mais il ne céda pas. Il soumit le taureau, l'attacha et commença à le ramener à travers la Crète, malgré sa résistance. Finalement, Héraclès ramena le taureau de Crète à Mycène, où il devait le présenter à Eurysthée. Mais comme toujours, le roi était mécontent. Eurysthée exigea que le taureau reste vivant et non tué. Avec cette condition, Héraclès ramena le taureau en Crète, où il continua à vivre comme un symbole de la puissance divine. Ce travail fut significatif, non seulement comme une victoire physique, mais comme une épreuve du caractère d'Héraclès. Il dut faire preuve de résilience, de patience et de la capacité à résoudre les problèmes avec son intellect et pas seulement sa force. De retour à Mycène, son succès fut reconnu, mais le travail symbolisait comment les grands défis pouvaient enseigner à un héros non seulement à surmonter les obstacles, mais à rediriger les forces destructrices pour le bien. 8e travail. Les chevaux de Diomède. Le 8e travail chargea Héraclès de capturer les chevaux de Diomède, un roi cruel qui possédait des étalons sauvages, dangereux et sanguinaires. Ces chevaux n'étaient pas des animaux ordinaires, ils étaient maudits par la malice et la puissance de leur maître. Ils se nourrissaient de chair humaine et étaient si féroces que personne n'osait s'en approcher. Diomède était un roi qui régnait sur un peuple belliqueux connu pour sa cruauté. Ses chevaux, comme lui, symbolisaient la destruction et la violence. Il les gardait enchaînés, les attachant à un char central pour ses campagnes militaires. La tâche d'Héraclès n'était pas seulement difficile, elle exigeait force, courage et ruse, car capturer les chevaux signifiait vaincre Diomède lui-même. L'objectif était de s'emparer des chevaux et de les ramener à Mycène, montrant la puissance du héros. Héraclès partit, affrontant de nombreux obstacles, avant d'atteindre la terre de Diomède. Il combattit les forces locales qui protégeaient les chevaux et leurs maîtres. En s'approchant, Héraclès réalisa que ce n'était pas un simple combat, mais une épreuve d'endurance. Diomède était redoutable et l'affronter était intimidant. Pourtant, Héraclès ne faiblit pas. Il affronta Diomède et ses troupes dans une bataille, finissant par l'emporter. Diomède fut tué, et ses chevaux sauvages devinrent le prix d'Héraclès. Capturer les chevaux ne fut pas une tâche simple. Se nourrissant de chair humaine, ils ne pouvaient être simplement attrapés. Ils devaient être domptés. Héraclès, habile dompteur d'animaux, en plus d'être un guerrier, conçut un plan astucieux pour les ligoter
et les soumettre. Il les conduisit à Mycène, s'assurant qu'ils n'attaquent pas. Son ami Philoctète, un archer habile, l'aida, contrecarrant les tentatives d'évasion des chevaux en tirant sur leurs têtes et leurs pattes. Le voyage fut semé de défis, mais Héraclès livra les chevaux sanguinaires à Mycène. Ce travail fut une autre victoire, prouvant sa force et son habileté. Les chevaux de Diomède devinrent un symbole de son courage et de sa détermination, leur capture étant l'un des chapitres les plus palpitants de sa vie. À Mycène, les chevaux furent attachés et exposés comme un symbole de triomphe. Ils montrèrent à tous que même les créatures les plus féroces pouvaient être soumises par la volonté et l'esprit. 9e travail, la ceinture d'Hippolyte. Le 9e travail fut l'un des plus complexes et dangereux d'Héraclès, exigeant non seulement de la force, mais aussi de la stratégie, de la diplomatie et du courage. Il fut chargé d'obtenir la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. Cette ceinture était unique, portée uniquement par la reine. Elle symbolisait son pouvoir et sa force. C'était un artefact vital, et l'acquérir signifiait défier l'autorité de la reine. Les Amazones, une tribu de femmes guerrières, étaient réputées pour leur force incroyable, leur adresse au combat et leur courage. Elles vivaient dans une terre reculée où les hommes étaient interdits. Personne ne pouvait égaler leurs compétences martiales, et la reine d'Hippolyte était considérée comme presque invincible. L'importance de la ceinture résidait non seulement dans son symbolisme, mais dans son pouvoir magique, qui donnait un avantage au combat à celui qui la portait. Héraclès partit pour la terre des Amazones, sachant qu'une rude bataille l'attendait. Mais avant de combattre, il chercha à négocier avec Hippolyte. Il envoya des émissaires pour explorer la possibilité d'obtenir la ceinture pacifiquement. Hippolyte, apprenant l'arrivée d'Héraclès, proposa un marché. Elle donnerait la ceinture s'il la battait au combat. C'était une ruse, car elle n'avait aucune intention de se séparer d'un artefact si vital. Héraclès, malgré ses efforts diplomatiques, fit bientôt face à une résistance. Les Amazones le voyaient comme une menace pour leur pouvoir et attaquèrent. La bataille fut longue et sanglante. Les Amazones combattirent avec une détermination féroce, obligeant Héraclès à utiliser toute sa force pour l'emporter. Mais son courage et sa résilience firent réfléchir même les guerrières les plus fortes face à leur adversaire. Voyant que son armée ne pouvait vaincre Héraclès, Hippolyte accepta de rendre la ceinture, à condition qu'elle reste en sécurité. Héraclès prit la ceinture, mais affronta les Amazones restantes qui tentaient de l'arrêter. La bataille qui suivit fut l'une des plus féroces de sa vie. Il en sortit victorieux, mais paya un prix, non seulement dans le combat, mais dans des choix moraux, en luttant contre un peuple fier et indépendant. De retour à Mycène avec la ceinture d'Hippolyte, Héraclès prouva une fois de plus sa force et sa détermination. Ce travail montra qu'aucun obstacle n'était trop grand et qu'il pouvait vaincre même les ennemis les plus puissants si le devoir l'exigeait. La ceinture n'était pas seulement un trophée, mais un symbole de triomphe sur les formidables Amazones. Elle enseigna aussi à Héraclès que la volonté et la détermination mènent à la victoire, même à travers la guerre et les conflits. 10e travail, le bétail de Gérion. Le 10e travail fut une véritable épreuve de l'endurance physique et de la patience d'Héraclès, impliquant un voyage aux confins du monde pour voler le bétail de Gérion, un monstre qu'aucun héros n'avait affronté.
Ce travail fut l'un des plus épiques, exigeant force, résilience, ruse et survie dans des conditions extrêmes. Héraclès voyagea jusqu'à la terre de Gérion, une créature avec 3 têtes et 3 corps, fusionnés en un seul. Gérion n'était pas seulement terrifiant, il était puissant, commandant une armée de monstres et d'êtres redoutables. Il possédait un troupeau de magnifiques bœufs rouges, son plus grand trésor. Ces bœufs étaient beaux et fertiles, et Gérion connaissait leur valeur. Ordonné par Eurysthée, Héraclès devait voler le troupeau et le ramener à Mycène. La tâche semblait impossible, car Gérion n'était pas seulement fort, mais vivait sur une île reculée, rendant son bétail presque inaccessible. Ce travail exigeait un effort immense et le voyage était périlleux. Héraclès affronta d'abord de vastes rivières et des cols montagneux. Il rencontra des obstacles naturels, des rivières tumultueuses au désert glacé, où la nourriture et l'eau étaient rares. Pourtant, il persévéra, naviguant dans ces terres et s'adaptant à des conditions brutales, avec sa force et sa détermination. En atteignant l'île de Gérion, de nouvelles épreuves l'attendaient. Gérion était gardé par des alliés, y compris le chien à 2 têtes Orthos qui surveillait le troupeau et de nombreux monstres protégeant la richesse de leur maître. Sans se décourager, Héraclès combattit Gérion et ses forces, l'emportant dans plusieurs batailles brutales pour atteindre le monstre. Gérion, face à Héraclès, ne pouvait croire que quelqu'un oserait le défier, mais le héros fut implacable. Leur bataille fut longue et sanglante, mais Héraclès triompha, tuant les 3 têtes et corps. Pourtant, même après la victoire, il affronta un autre défi, ramener le bétail de Gérion à travers de vastes distances et obstacles. Guerrier et stratège, Héraclès trouva des moyens de contourner les barrières, guidant le bétail vers Mycène tout en minimisant les pertes et évitant les combats inutiles. Sa ruse et son agilité assurèrent le succès. De retour avec le bétail à Mycène, Héraclès prouva sa résilience et sa capacité à surmonter tout obstacle. Ce travail confirma qu'il pouvait affronter n'importe quel défi que le destin lui lançait. Il n'était pas seulement un combattant, mais un maître de la survie dans les conditions les plus dures. 11e travail. Les pommes des Hespérides. Le 11e travail, récupérer les pommes d'or des Hespérides, fut l'un des plus énigmatiques et complexes d'Héraclès. Ces pommes, censées conférer l'immortalité, poussaient dans un jardin gardé par des êtres magiques et la puissance de la nature. Héraclès dut surmonter de nombreux obstacles et rencontrer des dieux anciens pour accomplir cette tâche. Les Hespérides, nymphes et filles du titan Atlas, entretenaient un jardin caché aux confins du monde, loin vers l'est. Les pommes étaient un cadeau d'Héra, déesse du mariage, et l'un de ses trésors les plus précieux. Gardés non seulement comme des objets de valeur, mais comme des symboles de l'immortalité et du pouvoir. Quiconque en obtenait une gagnait la vie éternelle. Héraclès, grand héros, devait s'emparer de ces pommes pour accomplir sa mission. Héraclès affronta d'innombrables épreuves avant d'atteindre le jardin. Son voyage fut long et épuisant, cherchant un lieu que personne ne pouvait localiser précisément. Le jardin était protégé non seulement par des créatures, mais par l'ancien dragon Ladon qui gardait les pommiers. Pour trouver le jardin, Héraclès rencontra divers êtres mythologiques, certains l'aidant, d'autres l'entravant. Il chercha d'abord le dieu marin Nérée qui connaissait l'emplacement du jardin. Nérée révéla qu'Héraclès traverserait des royaumes terrestres et affronterait des monstres.
compliquant sa quête. Après de nombreuses épreuves, Héraclès atteignit la montagne, où se trouvait le jardin des Hespérides. Là, il rencontra Atlas, le titan chargé de soutenir les cieux. Atlas proposa un marché. Héraclès le soulagerait temporairement du poids des cieux en échange des pommes. Héraclès accepta, sa force suffisante pour porter le fardeau. Pendant qu'Atlas se reposait, Héraclès entra dans le jardin et prit les pommes. Mais lorsqu'il fut temps de rendre les cieux, Atlas complota pour le trahir, avec l'intention de garder les pommes et de laisser Héraclès porter le poids. Astucieusement, Héraclès demanda à Atlas de tenir les cieux brièvement pendant qu'il ajustait sa position. Atlas obtempéra et Héraclès, saisissant l'occasion, prit les pommes et partit. De retour à Mycène avec les pommes, Héraclès accomplit le travail. Son esprit et sa détermination l'aidèrent à naviguer dans l'une des tâches les plus ardues jamais imposées à un héros. Les pommes n'étaient pas seulement des fruits magiques, mais un symbole que même les ennemis les plus puissants et les obstacles pouvaient être surmontés avec l'intellect et la stratégie. Ce travail rappela à tous que des solutions existent pour les défis les plus difficiles avec une action résolue. 12e travail, Cerbère. Le 12e et dernier travail fut, sans aucun doute, le plus intimidant et dangereux d'Héraclès. Il devait descendre au cœur des enfers, le royaume des morts, et ramener sa créature la plus terrifiante, Cerbère, le chien à 3 têtes qui gardait les portes d'Hadès. Ce travail fut l'apogée de son voyage héroïque, prouvant qu'il pouvait conquérir non seulement les obstacles terrestres, mais aussi ceux de l'au-delà. Cerbère, dans le mythe, était un monstre avec 3 têtes canines, une queue de serpent venimeux et un pelage hérissé de serpent. Il gardait les enfers, s'assurant que personne n'entre ou ne sorte sans la permission d'Hadès. Sa présence symbolisait la frontière entre la vie et la mort. Cerbère était si redoutable qu'il maintenait les âmes des morts enfermées, empêchant leur retour dans le monde des vivants. La tâche semblait presque impossible. Atteindre Cerbère signifiait descendre dans les royaumes les plus sombres et terrifiants des enfers et capturer une créature capable de tuer d'un regard ou d'une morsure exigeait non seulement de la force, mais un courage immense. Héraclès partit, armé uniquement de sa puissance et de sa détermination. Son voyage vers les enfers fut semé d'épreuves périlleuses. Il rencontra de nombreuses âmes, certaines l'aidant, d'autres le distrayant. Il traversa les rivières, Styx et Achéron, qui séparaient les mondes des vivants et des morts, et atteignit le palais d'Hadès, où le seigneur des enfers l'accueillit. Hadès, malgré sa sévérité, savait qu'Héraclès était destiné à accomplir sa tâche et lui permit de poursuivre à une condition. Il devait prendre Cerbère vivant, sans utiliser d'armes et sans lui faire de mal. C'était un défi colossal, car capturer la bête sans la blesser, vu sa férocité, était presque impossible. Face à Cerbère, la force et la détermination d'Héraclès furent poussées à leurs limites. Pourtant, il ne vacilla pas. Il saisit le chien par la gorge, utilisant sa puissance immense pour le tenir malgré sa résistance féroce. Les 3 têtes de Cerbère le mordirent. Sa queue de serpent siffla, mais Héraclès soumit chaque tentative de se libérer. La tâche devint plus difficile lorsque les enfers commencèrent à trembler sous l'effet de la lutte. Même Hadès remarqua que son gardien risquait la destruction. Mais Héraclès persista.
tenant Cerbère. Il ne se contenta pas de vaincre la bête, il le fit sans rompre sa promesse, sans lui faire de mal. Avec Cerbère soumis, Héraclès retourna dans le monde des vivants. En émergeant avec le chien, il stupéfia le monde et les héros par son courage et sa détermination. Cet instant consolida sa capacité à surmonter tout obstacle, même ceux jugés impossibles. Cerbère fut ramené à son poste, et Héraclès, achevant son dernier travail, se présenta devant Eurysthée, obtenant la reconnaissance méritée et concluant son chemin ardu. Ce travail symbolisa qu'aucune barrière n'était trop grande pour Héraclès, qu'il s'agisse de bêtes monstrueuses ou des forces de la mort. Il illustra que la véritable force d'un héros réside non seulement dans la puissance physique, mais dans l'esprit, la détermination et le fait d'affronter toute épreuve de front. 12 travaux, 12 étapes. Des bêtes aux dieux, des forêts au royaume de la mort, de la folie à la compréhension de soi. Héraclès endura tout. Il ne cherchait pas de récompense. Il n'attendait pas de remerciement. Il voulait simplement la paix. Dans les rêves, tu peux l'imaginer debout au bord de la mer, là où le coucher du soleil dore les vagues, les pommes des Hespérides scintillant à l'horizon, et derrière lui, seulement une ombre, l'ombre d'un grand voyage. Il se tient au bord de la mer, là où les vagues lèchent les falaises, et le vent porte l'odeur du sel et du temps. Ses mains pendent bas, ses épaules relâchées. Il n'est plus un héros, il n'est qu'un homme. Toutes les épreuves sont derrière lui. Tout ce qui pouvait être vaincu, il l'a vaincu. Tout ce qui pouvait être perdu, il l'a perdu. Son nom vivra dans les chansons et les légendes. Mais lui, voyageur fatigué, n'a qu'un souhait, oublier la douleur, dormir, se dissoudre dans le silence. Le ciel au-dessus change. Le soleil se couche lentement, comme si c'était la dernière fois. Le soir drape l'horizon d'une brume douce. Pendant un instant, il semble que même les dieux le regardent différemment, pas comme un héros, mais comme un frère, quelqu'un qui a tout enduré. À cet instant, Héraclès se retourne et marche le long du rivage. Ses pas ne font aucun bruit. Aucune trace ne suit. Seulement le doux balancement de l'herbe et une ombre, longue et calme, qui s'efface dans le crépuscule. Et toi, auditeur, tu peux fermer les yeux. Réfléchis à la longueur de ce chemin, à l'éternité des travaux, à la fugacité de la douleur. Dans les rêves, les héros viennent, non pour crier, mais pour s'asseoir silencieusement à tes côtés, pour partager le calme. Héraclès disparaît derrière la colline. Tout devient silencieux. Et la nuit tombe doucement, comme si elle t'enveloppait d'un manteau chaud. Tu es en sécurité. Tout est accompli. Dors paisiblement. Quand une personne vit une grande vie, pleine de réalisations, de souffrances et de travaux, un dernier chemin l'attend toujours. Un chemin que personne ne peut guider, un chemin que le héros parcourt seul. Même le plus puissant, Héraclès, comme tout mortel, se fatigua. Son corps était fort, mais son cœur était épuisé. Il avait enduré tout, l'amour, la trahison, le labeur et la gloire. Et à la fin, comme souvent dans les mythes, le destin frappa à nouveau, soudainement et cruellement. Après avoir accompli les 12 travaux, Héraclès vécut parmi les mortels.
il se remaria avec une belle femme nommée Déjanire. Elle était gentille, dévouée et semblait capable de lui donner ce qui lui avait été refusé toute sa vie, la paix. Mais même dans la paix, les dieux cachent des épreuves. En traversant une rivière, ils rencontrèrent le centaure Nessos. Il offrit de porter Déjanire sur l'autre rive pendant qu'Héraclès nageait. Mais une fois hors de la vue d'Héraclès, Nessos tenta de l'enlever. À cet instant, la colère immortelle du héros éclata. Il tira son arc et une flèche frappa le centaure. Mortellement blessé, Nessos conçut un plan sinistre. Sachant qu'il ne pouvait vaincre Héraclès par la force, il sema le doute dans le cœur de Déjanire. Il lui dit que son sang contenait une magie. S'il était étalé sur un vêtement, il raviverait l'amour d'Héraclès s'il venait à faiblir. Déjanire mémorisa ces paroles, gardant la potion, ignorant que le sang de Nessos était contaminé par le venin de l'hydre qui l'avait tué. Les années passèrent. Puis, la jalousie, la force qui défait même les plus forts, s'insinua dans le cœur de Déjanire. Héraclès tomba amoureux d'une autre femme. Peut-être ne réalisa-t-il même pas que son cœur avait changé, mais Déjanire le sentit. Espérant reconquérir son amour, elle se souvint de la potion et l'étala sur une tunique, l'envoyant à Héraclès comme un cadeau. Héraclès revêtit le vêtement. Le venin commença instantanément à ronger sa chair. Il se tordait de douleur, mais ne pouvait retirer la tunique. Elle s'était fondue à sa peau. Le feu brûlait sous sa chair, inextinguible. Il savait que c'était la fin, mais il ne supplia pas. Il ne demanda pas d'aide. Il était le fils de Zeus et il affronta la mort comme le fils d'un dieu devait le faire. Il monta sur le mont Euta, haut et solitaire, là où le monde touche les cieux. Là, il ordonna qu'un bûcher funéraire soit construit et s'y allongea, mais personne n'osa l'allumer. Personne ne put se résoudre à mettre fin au voyage du héros. Seul un mortel, un berger nommé Philoctète, osa exaucer le vœu d'Héraclès. Il alluma le bûcher, et les flammes s'élevant vers le ciel n'étaient pas une fin, mais une transformation. Car à cet instant, quelque chose réservé aux élus se produisit. Zeus, le père d'Héraclès, observait depuis l'Olympe. Il vit la souffrance de son fils, ses travaux, sa loyauté. Il savait qu'aucun mortel ne pouvait porter un tel fardeau divin sans devenir divin. Ainsi, il décréta « L'âme d'Héraclès devait s'élever. » Le tonnerre gronda. L'éclair fendit le ciel. Des flammes du bûcher jaillit une lumière, pas de la fumée, pas du feu, mais un éclat. Héraclès s'éleva. Il atteignit l'Olympe. Les dieux l'accueillirent avec respect. Même Héra, qui l'avait poursuivi toute sa vie, l'accepta comme un égal. Elle mit de côté son inimitié et Héraclès épousa sa fille, Hébé, déesse de la jeunesse éternelle. Il est désormais immortel. Même dans les rêves, son image perdure. Il devint une constellation. Son nom est gravé à jamais dans le ciel. Il est un symbole non seulement de la force, mais d'un voyage. Un voyage qui commence dans la douleur, passe par les travaux et s'achève dans la transformation. Ferme les yeux. Imagine les étoiles scintillant dans le ciel nocturne. Quelque part, il y a Héraclès. Pas un héros tourmenté par des malédictions. Un dieu qui a trouvé la paix. Il ne crie pas, il ne combat pas. Il est simplement calme
immortel. Il veille sur tes rêves. Et toi, respire calmement. Tu as entendu l'histoire d'un grand héros. Maintenant, tu peux dormir. Tout ira bien après. Qu'Héraclès eut quitté le monde mortel et pris sa place sur l'Olympe, son histoire ne s'arrêta pas. Au contraire, elle recommença. Dès cet instant, il devint plus qu'un héros. Il devint un symbole. Une légende crue et racontée à travers les âges. Son image s'enracina dans la mémoire humaine, devenant partie intégrante de la culture, des coutumes, des temples, de l'art et même du ciel étoilé. Quand les anciens Grecs regardaient le ciel nocturne, ils voyaient plus que des points lumineux. Ils voyaient des dieux, des monstres et des héros. Parmi les constellations, ils traçaient la figure d'un puissant guerrier avec un gourdin à la main, la constellation d'Hercule. Elle brille encore aujourd'hui, étendue entre la Lyre et l'Ophiuchus. C'était un message des cieux. L'histoire d'Héraclès n'est pas une fiction, pas un hasard, mais une vérité éternelle tissée dans la trame du cosmos. Mais l'héritage d'Héraclès ne se limitait pas au ciel, il perdura sur terre. Dans le monde grec antique, le culte d'Héraclès se répandit largement. Il était vénéré comme un héros protecteur, patron des athlètes, des lutteurs et de ceux qui surmontaient les épreuves. Des autels et des sanctuaires furent construits dans de nombreuses cités où des offrandes étaient faites. Il était particulièrement honoré à Thèbes, son lieu de naissance où son voyage commença, et des festivals et des sacrifices étaient célébrés en son nom. Cependant, le culte d'Héraclès variait à travers la Grèce. Dans certains endroits, il était adoré comme un dieu, avec des prières offertes comme aux divinités. Dans d'autres, il était un héros humain, un exemple de résilience et de force spirituelle. Certains l'invoquaient en temps de danger pour protéger les cités, repousser les calamités ou inspirer des exploits. D'autres se tournaient vers lui avec des supplications personnelles pour la force, la patience ou la guérison. Héraclès occupait une place spéciale dans les Jeux olympiques. Qui mieux que lui pour incarner l'athlète idéal? Sa persévérance, son courage et sa capacité à surmonter la douleur le définissaient. Des statues d'Héraclès ornaient les gymnases, les stades et les salles d'entraînement. Les jeunes hommes, avant de concourir, prononçaient souvent des paroles en son honneur, espérant que son esprit leur accorderait l'endurance. Plus tard, le culte d'Héraclès s'étendit au-delà de l'Hellade. Lorsque Rome hérita de la culture grecque, elle adopta non seulement les dieux, mais aussi les héros. Ainsi, Héraclès devint Hercule. Son histoire prit une nouvelle vie en latin, avec un accent romain. Les empereurs faisaient référence à Hercule, le représentaient sur des monnaies, et certains cherchaient même à l'imiter. À Rome, Hercule devint l'une des figures les plus populaires dans l'art public. Son image ornait les murs des thermes, les mosaïques, les colonnes et les reliefs des forums. Il était plus qu'un héros, un symbole des travaux qui portent leurs fruits. L'image d'un demi-dieu fort, endurant, mais humain, résonnait avec les idéaux romains de la masculinité. Malgré les changements de nom et de forme, l'essence restait. L'histoire d'Héraclès parlait de comment même les plus forts peuvent souffrir, que la grandeur n'est pas l'absence de douleur, mais le courage de la surmonter, qu'un héros n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève à chaque fois.
Dans la philosophie stoïcienne, Héraclès occupait une place unique. Les stoïciens, sages enseignant la maîtrise des émotions, la patience et la force intérieure, le voyaient comme une incarnation de leurs principes. Il ne courait pas après le plaisir. Il ne fuyait pas les épreuves. Il accomplissait son devoir, même quand il était insupportable, même quand il souffrait, même quand il mourait, ainsi le mythe.